Bonjour à tous, merci de nous regarder. Bienvenue dans l'émission Place des entrepreneurs. Nous remercions Kedge Business School et Malakoff Humanis pour leur soutien. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente en charge du commerce et de la redynamisation des centres-villes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 4 talents de notre territoire, 4 entrepreneurs engagés et dynamiques qui vont nous parler de leur Covid à eux, de leur dynamisme, de leur développement et de leur vision. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Laurence, bonjour. Bonjour. Je me présente ? Oui. Laurence Renaud-Empereur de la Maison Empereur, 7e génération d'une maison bicentenaire dans l'univers de la droguerie générale, on va dire. Maison des manufactures historiques, en place à Noailles depuis 2 siècles. 2 siècles. Voilà. Plus vieux que l'UPE 13. Nous avons 150 ans. Gaëtan, bonjour. Bonjour, du coup c'est compliqué de passer après. Merci. Merci. Non, j'ai la chance d'être le directeur commercial de Lully. Voilà, on est une entreprise marseillaise. On a un réseau physique de aujourd'hui 9 points de vente, plus un site internet qui a grossi en même temps que notre développement commercial physique. Et du coup, on a une unité de groupe. Voilà, et c'est une société aujourd'hui qui a 12 ans. On est une centaine d'employés et voilà. Prêt-à-porter de luxe, féminin, marque, effectivement. de niche, créateur, entre autres. On se veut concept store, un peu prescripteur, ouais. Dans la mode féminine, mais pas que, puisque aujourd'hui on vend de la cosmétique, on vend du livre, on vend un panel on a un choix très important de produits. On se veut vraiment concept store. Et c'est pour ça que c'est un honneur d'être à côté de mes emplois. Stéphane, bonjour. Bonjour, Stéphane Ray, 46 ans. Chez Boulanger depuis 20 ans. Boulanger, pour présenter, nous venons de Lille, créé en 1954. Boulanger sur la périphérie marseillaise depuis presque une trentaine d'années, après avoir ouvert d'abord sur Vitrolles, Pomme-Campagne, Aubagne et la Valentine. Et donc, depuis décembre 2020, sur la rue Saint-Ferréol, j'ai la fierté d'être directeur de ce magasin, donc, où on retrouve les produits du confort, du multimédia, et tout ça dans un ancrage que nous avons voulu local pour coller au contexte marseillais et à la rue Saint-Ferréol. Bravo. Merci. Benoît, bonjour. Bonjour Marie. Moi je suis cofondateur du groupe Axis. Chez Axis on développe des bâtiments hybrides, notamment un qui s'appelle Babel Community. On est déjà présent sur la rue de la République à Marseille. On a ouvert à Montpellier l'année dernière. Et on va ouvrir cet été un 2e bâtiment sur la rue Saint-Ferréol, dans le même bâtiment que Stéphane, mais plutôt dans les étages, dans les anciennes galeries Lafayette. On développe des bâtiments qui à la fois logent des jeunes actifs, dans des appartements en colocation et des appartements indépendants. Donc on est plutôt sur un concept autour du co-living, mais pas que, on fait aussi du coworking. On a notamment un plateau de bureau de un peu plus de 1000 m² qui est prévu au 6e étage de ce bâtiment-là, avec 200 postes de travail. Et on ajoute à ça un espace de restauration. Donc on a dans notre bâtiment de la rue de la République un restaurant. On aura aussi un restaurant dans les galeries Lafayette. Voilà, on existe depuis 15 ans maintenant. Et on est marseillais et content de nous développer en ce moment à Grenoble, à Lille, à Paris, à Bordeaux. Voilà. On essaie d'essaimer ce concept-là. Et vous faites quand même rayonner notre territoire. Hein. On essaie de parler de Marseille dès qu'on en a l'occasion. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour parler de votre Covid, hein, comment il vous a touché dans des secteurs différents, parce que vous êtes passé certainement au click and collect, vous êtes en ce moment ouvert, hein, on va le rappeler. Vous ne faites pas du commerce à proprement parler, mais comment s'est passé le co-living pendant cette période de Covid? Vous avez le droit de recevoir les gens, ils ont le droit de s'installer chez vous, comment se passe l'hygiène et autres? Alors on a dû s'adapter, on a plusieurs métiers. Notre métier principal c'est celui du co-living, les gens ils vivent chez nous en moyenne 7 à 8 mois, c'est ça qu'on constate. Donc en l'occurrence, ils sont restés vivre chez nous, avec une expérience qui était un peu différente de celle qu'on leur vendait, puisqu'on n'avait plus le sport, on n'avait plus la restauration, ou en tout cas un semblant de restauration. On n'avait plus tous les événements fédérateurs, parce que les gens viennent chez nous à la fois parce que c'est des appartements entièrement équipés, meublés, parce qu'ils sont
sans engagement, mais aussi parce qu'on leur vend de la communauté, une ambiance, et voilà, un état d'esprit. L'afterwork, on peut le dire. Et quelques afterwork, Fameux. voilà, et tout ça, du coup, finalement, on l'avait pas. Donc, ils sont restés vivre chez nous avec une promesse qui était un petit peu différente, qu'on a essayé de pallier avec d'autres types de services. Le sport, on l'a développé à l'extérieur, par exemple. On a développé du click and collect dans notre restaurant. Voilà. Donc, on n'a pas été très touché sur le co-living. En revanche, sur le coworking, on a quand même senti l'année dernière que on a eu des départs qui étaient liés au fait que les gens avaient un peu du jour au lendemain plus d'activité. On a beaucoup de nos clients qui sont des indépendants. Donc quand vous offrez le loyer d'un indépendant qui est photographe et dont le métier c'est de faire des photos de mariage par exemple, et vous avez beau lui offrir son loyer, il n'a plus d'activité quoi. Donc il n'a plus de raison de rester dans un espace de coworking. Donc l'espace de coworking a clairement été impacté l'année dernière. On a rattrapé ça cet hiver, mais on attend la sortie pour que ce concept général dans lequel il y a beaucoup de vie puisse se reprendre complètement. Merci. Et Stéphane, vous êtes ouvert pendant cette période. Vous êtes une des seules structures, si je me trompe, de la rue Saint-Ferréol. Vous pouvez nous parler d'un autre Covid. Est-ce que la fermeture des gros centres commerciaux, de ces énormes magasins, de ces grosses structures, a impacté positivement votre chiffre d'affaires ? Vous avez vu du changement ? Forcément, ce nouveau contexte est venu impacter le trafic, l'organisation et la vie au quotidien. Nous, chez Boulanger, de manière nationale, forcément, depuis un an, et comme l'ensemble des acteurs, nous avons dû faire preuve d'agilité, de réactivité et d'adaptation, que ce soit dans l'organisation de nos métiers sur le digital, sur le click and collect dont vous parliez tout à l'heure, sur la mise en place aussi de rendez-vous vendeurs ou de ventes qui se faisaient justement par l'outil Internet. Le projet Saint-Ferréol a, depuis le début, effectivement, été impacté par ce contexte-là, tant dans la phase de travaux que dans la phase d'ouverture, puisque nous avons ouvert le premier week-end du Black Friday qui avait été reporté sur le mois de décembre. Et effectivement, depuis le 1er février, avec la fermeture de l'ensemble des centres commerciaux sur le centre-ville, l'activité, le trafic en magasin s'en est retrouvé effectivement forcément impacté. Ce qui veut dire que actuellement, depuis les dernières règles et le nouveau confinement, comme tout le monde, nous nous conformons à la législation. Nous avons en magasin une distinction entre produits essentiels et non essentiels. D'accord. Des rayons fermés. Exactement. D'accord. Des rayons notamment gros électroménagers qui sont fermés. Et donc, nous avons une jauge, comme tout le monde a respecté, des consignes sanitaires sur lesquelles nous sommes effectivement drastiques, parce qu'il en va de la sécurité sanitaire de chacun d'entre nous. Et donc, forcément, tout ce contexte-là est venu impacter, j'ai envie de dire, les organisations, l'activité commerciale, mais tout simplement nos vies. Ouais. C'est sûr. Laurence, on vous connaît évidemment à Marseille, à la tête de cette structure, l'Empereur, qu'on ne présente plus. Vous gérez l'Empereur avec beaucoup d'intuition sûrement, et vous avez développé un look et une image qui vous est propre et qui vous va bien. Comment est-ce qu'on a géré le Covid chez l'Empereur ? Comment est-ce qu'on gère les fermetures, les réouvertures ? Vous avez beaucoup de salariés, on va le rappeler. Nous sommes 32 et puis c'est très difficile c'est très difficile cette gymnastique depuis 1 an et demi. Ça nous a bien cassé quand même, bien brisé. On est du genre à entreprendre justement, comme tu le soulignes. Et puis tout ce château, tous ces investissements colossaux qu'on a fait ces dernières années. Ces espaces muséaux, cet espace muséal, ces salons de thé, tout ça est en pause. Et voilà, on a dû développer donc ce e-commerce qui va complètement à contresens de notre stratégie parce que notre commerce est un commerce de proximité avec énormément d'échanges, énormément de liens avec notre clientèle marseillaise. C'est un des symboles de notre commerce, c'est la chaise pour prendre le temps de communiquer et de rassembler tous les désirs des clients. La proximité, c'est très important pour moi. Et alors, 2 siècles, on n'est pas si poussiéreux que ça. On a dû donc s'y mettre au numérique, évidemment, mais c'est vraiment pas notre. C'est difficile pour nous. Et voilà, donc je le fais. Et bien sûr, ça va de soi.
pour sauver les emplois, pour sauver. Nous avons la chance d'être propriétaires, donc on n'a pas trop souffert de tout ça. On tire bien notre épingle du jeu, on est vigilant, prudent, on s'en est bien sorti. Mais il y a par exemple 5-6 CDI que j'ai pas signés. On est en train de démonter un peu tout ce château de. Ça nous a vraiment impacté moralement, quoi. Voilà. Oui, la dynamique est compliquée. La dynamique est compliquée. De naviguer à l'aveugle comme ça, je ne vous cache pas que je ne sais plus trop faire. Voilà, maintenant, j'ai plus trop de sève en moi. J'espère qu'on s'en sortira vite, mais plutôt défaitiste. Plutôt défaitiste. Oui. Ouais. Oui, et parce les équipes, qu'on surfe encore tous sur. Les équipes perdent eux aussi leur essence. J'ai beau les stimuler, faire des sorties pour restimuler. Alors, est-ce que c'est pendant ce confinement-là, spécifiquement? Non, ça fait 1 an et demi que ça traîne. Ça fait 1 an et demi que les équipes perdent, d'accord. Oui, un coup en chômage partiel, un coup en télétravail. Il y a plus de. Même nous, on s'est perdu un peu. Oui, on on perd un peu le fil, on ne sait pas. Et puis, le confinement n'est pas vraiment lisible. En fait, on aurait pu appeler ça une fermeture des commerces, finalement, puisque personne n'est confiné. Donc, et personne ne comprend. On pourra en parler. Non, on ne comprend pas. Et puis, les commerces sont fermés. Grosso modo, c'est ce qui a changé, quoi. À part qu'on ne peut pas se rendre. Et j'ai envie de dire que ça crée plus de frustration qu'autre chose. Parce qu'on est directement en front, en fait, avec le client, qui n'a pas spécialement saisi la nature, effectivement, de ce confinement, voire fermeture des magasins. Et du coup, qui a cette possibilité quand même de naviguer en ville. Et donc, on a nous une permanence au quotidien. Donc, on a des magasins éclairés parce qu'on a une activité logistique plus effectivement le click and collect et une permanence téléphonique. Comment ça se passe le click and collect? Alors, comme je le disais dans la présentation, nous on développe en même temps le physique et le numérique. On a vraiment une unité entre les deux activités. Donc nous, le click and collect, il est en place depuis 2 ans et demi. Oui. Donc c'est quelque chose que nous avions mis en place à la base sans avoir un jour imaginé ce scénario. Donc c'est une gymnastique que nos clients sont habitués. On la propose pas spécialement dans tous nos points de vente. Donc sur Marseille par exemple, c'est le flagship de la rue Francis Dafso qui pallie aux besoins du click and collect. Notre boutique Isabelle Marant au Golden Goose ne se charge pas de ça. Après, on a une boutique au 523 rue Paradis également qui fait dépôt pour la clientèle du 8e et autres. Et voilà, du coup, ça s'organise comme ça. C'est plutôt fluide parce que c'est quelque chose qu'on avait en place précédemment. Par contre, je rejoins Laurence, si tu le permets. Oui, bien sûr. En fait, c'est très déstabilisant, fatigant. Le premier confinement qui a été un confinement, ça nous est tombé dessus du jour au lendemain ça nous est tombé dessus du jour au lendemain où là, il y a de l'activité, c'est complètement arrêté. Oui. Personne ne savait trop où on allait. Le discours, nous aussi, auprès des employés, était compliqué, puisqu'il a fallu, au niveau du RH, au niveau de la stratégie de la personne, il a fallu prendre des décisions qui étaient des fois des décisions pas simples. On a vécu une période très compliquée de je vais dire 2-3 semaines pour remettre la machine en route, parce que même nous, faut savoir que dans notre activité, on achète du stock entre 6 et 8 mois à l'avance. Donc en fait, et là encore aujourd'hui, on a, et c'est pas comme je vous disais, on a 9 points de vente, donc c'est pas. Oui, vous achetez du gros stock. On achète du gros stock. Il y a de la saisonnalité. Complètement. Ouais. Et fermer 8-9 entités physiques, on peut avoir le site le plus performant du monde, ça ne pallie pas le manque. Donc là, ça fait 3 fois maintenant. C'est sûr que je rejoins Laurence. Au niveau de l'énergie, de l'influx nerveux et personnel, c'est très compliqué. Moi, je suis un garçon de terrain, et sentimental, donc du coup, fermer les magasins à chaque fois, c'est un crève-cœur pour moi. De voir nos magasins comme ça fermés, c'est terrible.
refuser l'entrée aux clients au quotidien, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut le savoir, c'est terrible aussi, puisque les gens auraient tendance à vouloir rentrer mais c'est pas malhonnête en fait, c'est juste un envie, un besoin. On a vu que précédemment on sentait tous l'annonce arriver, on a eu, je sais pas pour toi, mais un flux incroyable. Incontrôlable de gens. Incroyable. Sur le jeudi, vendredi, samedi, c'était fou. On a atteint une activité proche de celle de Noël. On sentait les gens malheureux en fait de se dire peut-être voilà, on vient parce que on profite un peu une dernière fois. Donc il y a aussi une communication. On essaye toujours d'être positif parce que on est comme ça chez Lully, et je pense tous autour de cette table. On est là parce qu'on est effectivement des entrepreneurs, donc on a envie de mettre des choses en place, on a envie d'avancer. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quand même compliqué. Chaque fois on ferme, on rouvre, on remet une énergie pour relancer la machine. Et une fois qu'on se dit bon, on est plutôt lancé, boum, ça nous retombe dessus et on referme. Et là, on repart sur. Et le plus malheureux dans cette histoire, je pense, c'est que les gens s'habituent. Et c'est ce qui me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est que finalement on annonce, puis on se dit bon ben c'est reparti, et les gens se disent bon ben c'est comme ça. Et si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, c'est que je pense qu'il ne faut pas s'habituer à ça en fait. C'est pas il faut pas que ça devienne notre quotidien, il faut pas que ça devienne une habitude. Voilà, il faut qu'on sorte. Non, c'est la mort du commerce. Non, on ne peut rien faire. Voilà. Si on ferme tous les 3 mois, c'est la mort du commerce. On ne peut pas se projeter en fait. Et ces habitudes qui sont prises, j'ai peur que ça change l'ambiance des cœurs de ville, qu'on fasse comme un tsunami et on rebâtit sur une autre dynamique qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à l'époque. Également. Et on est des commerçants, donc le commerce, c'est la proximité, c'est le client, c'est l'échange, c'est le contact. Est-ce que vous pensez que les gens pendant cette période se retiennent de consommer quand même? Il y a quand même une retenue où même s'il y a une économie qui se fait sur le digital. Hein. Est-ce qu'il y a quand même de la consommation qui est réduite et les gens s'empêchent de consommer en se disant on va consommer quand ça va réouvrir? Moi, je pense qu'il y a une enveloppe qu'ils ont économisée du fait de ne pas pouvoir se faire plaisir, ni voyager, ni quoi que ce soit. Cette enveloppe va peut-être être dépensée. Mais en tout cas, ils sont plus raisonnables. Ils ne savent pas ce que ça va donner l'année prochaine. Mais là, on surfe tous sur les aides de l'État. L'État qui nous chérit quand même parce que on est des enfants très gâtés en France, mais très très gâtés parce que sans ce chômage partiel, il n'y aurait plus d'entreprise. On est gâtés et ça dure. Mais dans un an, quand il va falloir rembourser le prêt de l'État, lorsque les entreprises vont commencer à fermer leurs portes parce qu'il y en a qui ne pourront pas continuer, tous ces gens qui vont être au chômage. Oui, on a vu en 2020. Oui, je pense que l'histoire va commencer l'année prochaine et qu'on mettra peut-être 5-6 ans avant de se remettre de tout ça pour retrouver une dynamique. La dynamique précédente. On l'attendait déjà pour 2021. Non, mais je te rejoins également. On l'attendait pour 2021. On s'est dit il va y avoir un contre-coup important. Effectivement, du coup, le fait de prolonger toutes ces aides et autres, aujourd'hui, on est encore un petit peu épargné. Mais plus on sera aidé, plus ça sera, je pense, long de s'en remettre. Et pour répondre à ta question, nous directement, on n'a pas ressenti vraiment un arrêt radical de l'envie de consommer ou autre. On consomme par contre différemment. D'accord. C'est-à-dire les achats. Il y a 6-8 mois, on a acheté des très jolies robes un peu soirée, effectivement pour mariage ou baptême. Alors c'est une caricature. Hein. Alors l'histoire, on n'achète que des jogging ou autre. Et effectivement, on est allé sur un achat plus confit, voilà. Et on peut être très joli quand même pour autant. Mais la robe de soirée aujourd'hui est un peu usuelle. On fondamentaux. On achète plus ou moins, plus de effectivement. que de robes. Puis beaucoup pour la maison aussi. Voilà, nous on a la chance de vendre des bougies. Les bougies, voilà, c'est en plein boom. Et voilà, les livres également, tout ce qui est un peu déco. Voilà, on achète différemment, après de façon peut-être un peu plus raisonnable effectivement, mais on consomme quand même. Et je tiens à dire que on a quand même une région où Marseille est quand même régulièrement décriée. On a la chance d'avoir des boutiques jusqu'à Lyon. Le centre-ville de Marseille est un centre-ville très dynamique et très performant. Et ça, faut quand même le dire. Ça, vraiment. c'est bien. Non, mais j'ai la chance de pouvoir juger par rapport. C'est bien, on est tous dans le centre-ville. Par rapport à d'autres secteurs. Marseille reste, on a une clientèle fidèle, on a une clientèle passionnée. Enfin, on a une clientèle à l'image des Marseillais.
Voilà. Très bien. Alors, on va en parler justement de ça, du centre-ville. Il se profile pour le calendrier annoncé, c'est la fin de l'année, mais certainement que ce sera un peu plus long que prévu. On a beaucoup parlé à Marseille, on a eu une grosse requalification du centre-ville. Il y a des projets de fait pour la rue Saint-Féréol. Il y a tout. On a été à l'arrêt pendant 30 ans et d'un seul coup, les travaux se sont profilés pendant quelques années. On a vu le Noailles se transformer avec des enseignes. Je pense à Madame Samut qui est venue s'installer pour faire un restaurant. On a vu tout ça de bien. Vous êtes au cœur de ça, Benoît. Vous avez de gros travaux puisque vous avez repris cet immeuble incroyable des Galeries Lafayette. On parle pour la fin de l'année peut-être, ou 2022, d'une ZFE, d'une zone à faible émission. Ça voudra dire qu'on va se tirer vers un centre-ville qui sera plus vert, qui sera moins encombré, mais ça va dire beaucoup en termes de logistique. Comment on aborde ça, sachant que vous allez ouvrir cet été, en période Covid qui est quand même compliquée. Si on annonce une ZFE, ça va mettre en branle toute une logistique compliquée ou pas? On est optimiste? Alors nous, on est très très optimiste sur ce genre de décision. On attend que ce soit mis en place véritablement, mais on est très optimiste, au même titre que la requalification de la voirie qu'on attendait, puisqu'on opère nous dans le centre-ville, pas que sur les Galeries Lafayette depuis longtemps. On pense que il faut comprendre que quand on va ouvrir ce bâtiment, on a 168 unités d'habitation à louer. Ce sont des chambres ou des appartements, des studios? Il y a des chambres qui se partagent, des chambres qui sont un peu comme des chambres hôtelières, chacun a sa propre toilette, sa propre salle de bain, qui se partagent un grand séjour cuisine, mais on a aussi des appartements, des T1, des T2, quelques T3. Donc on a un panel de logements à louer. 168, c'est pas rien. Il faut arriver à attirer des gens qui acceptent de venir travailler ici, mais vivre ici, dormir là, passer leur week-end là. Et ça, c'est un enjeu qui est quand même colossal, c'est-à-dire qu'il faut aller leur expliquer qu'ils vont être mieux ici, rue Saint-Féréol, à vivre, qu'à la Valentine, que du côté d'Aix-en-Provence, que pour des salariés d'Eurocopter par exemple, que du côté de Marignane. Il faut leur expliquer qu'ils ont un intérêt à vivre là. Donc nous, tout ce qui peut tirer le centre-ville vers le haut, c'est-à-dire, quand je dis tirer le centre-ville, c'est la qualité de vie. Il n'y a que ça qui m'intéresse, moi. La qualité de vie, ça passe par ce dont on parle, le commerce. C'est-à-dire, quand je descends de chez moi, qu'est-ce que j'ai qui m'est proposé que je n'ai pas ailleurs? Parce qu'ailleurs, j'ai plein de choses. Ailleurs, j'ai l'environnement, j'ai la nature, j'ai pourquoi pas des centres commerciaux qui sont pratiques, je peux me garer, je suis proche de mon bureau parce que je travaille à Aix-en-Provence. Donc, il faut que j'arrive à les attirer ici en centre-ville avec des arguments. Ces arguments, c'est des commerces de qualité, mais c'est pas de voiture, des vélos. C'est pouvoir avoir au pied un tramway, un métro qui puisse me mener rapidement à mon bureau ou à l'aéroport ou à la gare Saint-Charles. Voilà, donc il faut que j'arrive à attirer des gens, 168, qui acceptent de venir vivre ici avec des arguments pour leur expliquer que le centre-ville, c'est vraiment un lieu hyper agréable. Donc tout ce qui va m'aider, c'est-à-dire si on retire les camions du centre-ville, si on retire les voitures du centre-ville, si on y met des commerces de qualité, si on y met des restaurants sympas, c'est tout ça qui fait que les gens ils viendront vivre chez moi. Et je pense que le centre-ville a un enjeu qui est quand même très très important là-dessus, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argument, effectivement c'est plus pratique d'aller vivre ailleurs, c'est plus pratique d'aller vivre. Et si on se projette à 10 ans, à 15 ans, ce qu'on essaye de faire de notre métier, parce que nous on a un métier à longue durée, hein, c'est-à-dire que c'est des projets à 20 ans, il faut qu'on se pose un tout petit peu la question de savoir comment ça va évoluer. Et quand on se pose cette question-là, et qu'on voit par exemple naître des véhicules autonomes, on se dit, il faut vraiment que les centres-villes se bougent, parce que si je sors de mon bureau, que je rentre dans un véhicule autonome, j'ouvre mon journal, et qu'un quart d'heure après, ce véhicule autonome m'a amené au pied des Alpilles pour aller vivre, peut-être que j'ai plus d'intérêt du tout à vivre en centre-ville. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une urgence absolue à se réinventer et à faire de ces centres-villes des lieux de vie. Pas que de consommation, pas que de travail, des lieux de vie. Et des lieux de vie, ça passe effectivement par sortir, et un combat que vous avez mené, bravo, de ne pas avoir des poubelles au pied des immeubles, mais avoir des containers enterrés, quoi, par exemple. Voilà, parce que si on a des poubelles au pied des immeubles, on n'a pas très envie de vivre là. Et ça, la liste, elle est longue. C'est moins instagrammable. Exactement. Oui, c'est moins instagrammable. C'est moins instagrammable, c'est moins agréable. Ça passe aussi par une revégétalisation du centre-ville. C'est énorme. Très important. Vous, boulanger, la ZFE, la logistique, compliquée, mais vous êtes dans le même optique. Tout à fait. On est vraiment dans une dimension green à fond. Hein. De toute manière, je pense que le contexte, l'époque
nous met face à ces responsabilités qu'on ne peut pas contourner. Nous, au tout début du projet Saint-Ferréol, ce qu'on s'est fait, c'est on a fait des visios, des rendez-vous avec les clients du centre-ville que nous découvrions sur Marseille, en leur demandant qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter en centre-ville à Marseille. Donc on s'est parlé de circulation, on s'est parlé effectivement de tous ces enjeux environnementaux. Et autour de ça, on a construit nos premiers services adaptés au centre-ville de Marseille, qui passent par de la livraison vélo, par l'adaptation aussi des camions qui devaient livrer sur la rue Saint-Ferréol, parce que vous ne livrez pas sur la rue Saint-Ferréol comme vous livrez en centre commercial à la Valentine ou ailleurs. Et tout ça pour se dire que consommer aujourd'hui, ça doit avoir du sens, encore plus aujourd'hui. Du sens pour ce qu'on fait, pour la raison pour laquelle on fait, pour la planète sur laquelle on vit et dont on doit prendre soin, encore plus à Marseille, avec le contact direct avec la Méditerranée. Et donc tous ces enjeux-là arrivent à un moment opportun, et c'est le moment de les prendre à bras le corps. Pardon, mais il ne faut pas oublier comment fonctionne le Marseillais. Moi, je suis pour ces zones. Oui, c'est un rêve. on est d'accord. Ça me paraît complètement utopique, mais j'en rêverais, j'en rêve tout court. Mais le Marseillais, il tire son frein à main et il crée des doubles, voire des triples fils pour acheter un paquet de cigarettes, pour aller... Une baguette. Ah, mais le Marseillais, il va falloir commencer par ça, par éduquer le Marseillais. Parce que... On a eu ça avec les déchets déjà, et finalement, bon an, mal an, ça se passe. On a eu la chance en fin d'année, au mois de décembre, d'avoir le centre-ville piéton. Oui. Et effectivement, le premier réflexe a été de dire, oh là là, mais du coup, fermé à la circulation, les gens ne viendront pas. Ça s'est très bien passé. Et ça s'est extrêmement bien passé. On a retrouvé un esprit... on va dire de Noël un petit peu décuplé avec les pouces. Voilà, ça a donné envie, je pense, à certains commerçants de mettre des actions en place sur les trottoirs. On en a beaucoup parlé. Il était prévu bien avant l'histoire du Covid une piétonisation du centre-ville de Marseille tous les premiers samedis du mois. On travaillait dessus. Chez Lully, on était pour. Voilà. Il y a des commerçants qui étaient pour, des commerçants qui étaient contre, mais c'est vrai que ça crée, par exemple, il y a l'association du centre-ville à musicaliser, par exemple, de façon pérenne, donc ça c'est important. Mais la ZFE va apporter aussi ce bien vivre. Confort de vie, oui, bien sûr. Le Marseillais est un peu rebelle, mais il s'adapte. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec diverses occasions, le Marseillais s'adapte et il arrive à vivre avec certaines contraintes. Peut-être dans d'autres régions, c'est plus compliqué. Et je crois qu'il y a les Marseillais aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai plaisir pour toute une partie de la population de se réapproprier le centre-ville. Absolument. Vous avez raison, tu as raison, en centre-ville, en fin d'année, on a vu des familles circuler sur ces voies piétonnisées et effectivement, ça fait partie d'un virage. Et votre ouverture n'y est pas pour rien non plus. Elle a été très bien accueillie et elle est toujours... Non, mais... On s'est tous dit au début, tout le monde attendait ce grand local, ce qu'il allait se passer. On a dit boulanger, premier réflexe c'était de dire bon ok, et finalement il s'est intégré dans le paysage de façon super et il a pratiquement toujours été là dans l'état d'esprit des gens. Et on a ressenti à ce moment-là, et c'était le contexte, c'était absolument pas l'ouverture, mais on était à la sortie du second confinement, la piétonisation dont tu parlais, la musique, les week-ends. Il y a eu un vrai plaisir et moi qui connaissais la rue Saint-Ferréol d'il y a 20 ans, parce que j'y avais travaillé une première fois il y a 20 ans, alors effectivement, on connaît Marseille, on est Marseillais, on sait effectivement ce qu'il y a à fournir de ce côté-là, mais je pense qu'on arrive à un moment, et Babel va nous y aider, de retrouver le plaisir du centre-ville à Marseille. Et du commerce de proximité, comme l'a dit Laurence. Non, mais elle vaut le coup. C'est une des plus belles villes françaises. Absolument. Vous avez ce vieux port qui rentre dans la ville. Ce centre-ville est majestueux. Moi, je rêverais qu'on respecte un peu plus ce centre-ville. On va y arriver. Je vous remercie tous. Merci, ce matin, vous êtes tous optimistes, vous êtes tous dynamiques et je vous remercie tous de vos aspirations et de votre vision pour le centre-ville et le commerce. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu. Merci à vous. Au revoir.